Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire du lundi 4 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons parler d'inflation, un risque d'inflation qui s'intensifie, pas seulement aux États-Unis, également en Europe. On a pris récemment connaissance de cette donnée. On va parler également d'autres données dont nous avons pris connaissance. On va aborder, pour commencer, bien entendu, la situation en Ukraine. Où en est-on à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est en train de s'approcher d'une éventuelle trêve? Est-ce que les négociations semble aboutir? On va aborder également l'économie chinoise et on va parler du cuivre, le prix du cuivre qui est fortement lié à l'économie chinoise et notamment à l'impulsion du crédit en Chine avec un petit retard. Donc tout cela, nous allons l'aborder, mais avant toute chose, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Entrons à présent dans le vif du sujet. Nous allons parler des dernières nouvelles concernant le conflit en Ukraine, avec notamment ces négociations qui avaient débuté en Turquie et des négociations qui vont se poursuivre aujourd'hui. Cependant, l'Occident reste sceptique à ce sujet. Effectivement, il pourrait s'agir d'une tactique de la part de Vladimir Poutine pour redéployer ses troupes attaquer sur un nouveau front. Selon les services de renseignement britanniques, l'objectif de la Russie est désormais le Donbass. Pas de résultats tangibles concernant les récentes négociations, mais les marchés semblent très optimistes et selon, au vu des cotations, des hausses du rebond actuel, le conflit n'est plus une menace pour la stabilité mondiale. En tout cas, c'est ce que semblent intégrer les investisseurs. Et très récemment, la Russie a accusé d'ailleurs l'Ukraine d'attaquer des réservoirs de carburant sur son territoire à l'aide d'hélicoptères. Une information qui reste bien entendu à confirmer. Vous retrouverez les images ici, une image à gauche, les dégâts qui ont été infligés par une attaque sur ces réservoirs de carburant. Voilà pour la situation en Ukraine. Nous allons aborder les différentes données macroéconomiques qui ont été récemment publiées. Essayer de voir quelles conclusions nous pouvons en tirer à l'heure actuelle. Tout d'abord, le NFP. On en a pris connaissance vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Donc, c'était des données qui ont été solides, hein, données en provenance des États-Unis, avec une croissance de l'emploi supérieure à 400 000, croissance des salaires de 5,6%, un taux de chômage en baisse à seulement 3,6%. On notera que, comme vous pouvez le constater sur le graphique de gauche, la masse salariale augmente beaucoup plus vite qu'avant la pandémie, hein. Vous voyez ici l'effet de la pandémie, on voit que la pente était élevée déjà avant la pandémie et on a une pentification, donc une pente qui est supérieure ici depuis la pandémie. Et bien entendu, on va voir la réserve fédérale américaine qui va relever ses taux en mai de 50 points de base, mais on parle surtout du QT, le quantitative tightening. Donc, ce sont normalement des données qui sont défavorables pour le métal précieux, pour le gold, les actions et l'euro-dollar. Mais visiblement, ce n'est pas le cas, même si l'euro-dollar, effectivement, menace d'aller chercher à nouveau les 1,0950. Concernant l'inflation en Europe, forte hausse pour le mois de mars, qui ont des hausses qui ont quasiment surpris les marchés, mais c'est principalement l'énergie qui porte l'inflation à la hausse parce que l'inflation de base est assez faible de son côté et met en avant la faiblesse relative de l'économie. La BCE est donc confrontée à un dilemme: ignorer la hausse de l'inflation de base ou réagir et risquer une nouvelle récession et une nouvelle crise de l'euro, donc une crise de l'euro 2.0. Donc c'est vraiment le dilemme auquel fait face la Banque centrale européenne. Et vous voyez ici, hein, devant vous cette inflation de la zone euro qui atteint des niveaux relativement élevés et pour cause, la hausse des prix de l'énergie, hein, nous le savons tous à présent. Le conflit en Ukraine impacte en premier lieu l'Europe, fortement dépendante des matières premières énergétiques russes. Alors, concernant la hausse des taux, on spécule de plus en plus, hein, en Europe sur des hausses de taux, ce qui a permis de stopper la tendance à la baisse de la paire euro-dollar pour le moment, parce que le billet vert reste vigoureux et il est en pleine impulsion haussière et il pourrait peser sur la paire euro-dollar. Alors, il faut noter que la Réserve fédérale américaine devrait resserrer ses taux plus rapidement que la Banque centrale européenne, plus rapidement que ce que le marché attend. La BCE va répondre aux attentes du marché et donc, hein, le marché table à l'heure actuelle pour une hausse en juillet. Donc voilà pour le point sur les politiques monétaires aux États-Unis, donc la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et sur l'Union européenne, donc de la Banque centrale
européenne. On va parler de Wall Street à présent avec un rebond vigoureux. Alors, est-ce que c'est le retour du marché haussier? On le voit, le Nasdaq est sur le point de s'extirper de la zone de correction ou est-ce un bull trap? Alors, le marché semble de plus en plus confiant, en atteste ce rebond spectaculaire des indices américains. On le voit ici sur le S&P 500 en données journalières, mais cela pourrait être dû à un comportement de couverture, comme en témoigne le ratio put-call sur le marché des options. Il y a également des prises de position qui étaient dues à la fin du trimestre, donc à voir. Alors personnellement, j'ai la sensation qu'il s'agit d'un bull trap, mais bien entendu, il y a des éléments techniques qui pourraient confirmer la poursuite haussière très prochainement. On en a parlé ce matin en Good Morning Market. Donc concernant le marché actions, on a donc une hausse qui est vigoureuse et visiblement le marché actions qui est abordé comme une couverture contre l'inflation par les investisseurs. Le raisonnement est le suivant, hein, tant que l'économie est forte, les actions peuvent constituer une forme de couverture physique contre l'inflation. Et donc, on comprend tout naturellement que la prochaine publication des résultats sera déterminante. On le voit ici, cette hausse du S&P 500 en tandem avec la hausse de l'EPS, earning per share. Et donc, les prochains résultats d'entreprise seront suivis de très près par les investisseurs. Mais Goldman Sachs met en garde contre toute déception parce que la question est de savoir dans quelle mesure les entreprises seront capables de répercuter les coûts sur les consommateurs, hein, des entreprises qui subissent de plein fouet les hausses de l'énergie et les hausses de prix d'une manière générale, la hausse des matières premières. Et on va faire face à une situation inévitable où la demande devrait commencer à faiblir. Alors Goldman Sachs, face à ces éléments, prévient que les effets de ces phénomènes-là seront visibles dans les résultats du premier trimestre et donc des résultats le bal des résultats du premier trimestre sera ouvert le 13 avril et c'est JP Morgan et BlackRock qui vont donc mener la danse. On va faire un point sur le copper, le métal rouge, le cuivre, la Chine, une menace pour les prix des métaux. Alors on a très souvent abordé ce lien entre économie chinoise et métal rouge. Comme d'habitude, devant vous, un graphique avec l'impulsion du crédit en Chine qui a sensiblement ralenti. Vous voyez ici, c'est la courbe noire au cours de ces derniers mois. Alors, c'est très important d'analyser ces deux marchés, le marché du crédit en Chine et le copper en tandem, parce qu'il y a un réel lien avec un petit décalage dans le temps. Et donc, il faudrait une éventuelle reprise de l'impulsion du crédit en Chine pour espérer une reprise haussière du copper quelques mois après. Pour le moment, on a un repli de l'impulsion du crédit en Chine depuis de nombreux mois. On a marqué un creux, mais visiblement, on reprend cette tendance baissière à l'heure actuelle. Et si on casse le précédent plancher, effectivement, on pourrait renouer avec la baisse d'un point de vue de l'impulsion du crédit en Chine, ce qui devrait peser sur les cours du copper, ce qui devrait peser sur les cours du cuivre. Malgré la reprise actuelle, prudence, car on pourra aller tester à nouveau les récents planchers et les PMI de l'industrie manufacturière et des services en Chine n'ont pas rassuré avec un passage sous la barre des 50 points, donc en territoire de contraction. Je vous rappelle que sous les 50, on est en territoire de contraction. Au-dessus, on est en territoire d'expansion. Et donc, ce ralentissement de la Chine est perceptible dans les données. Et pour cause, c'est la pandémie. Et c'est encore une fois la pandémie le risque majeur parce que si elle continue de se développer en Chine, comme à Hong Kong ou en Corée du Sud, où on a plus de 400 000 cas par jour et 70 000 cas par jour respectivement, il faut savoir que ce serait un danger considérable pour l'économie chinoise, étant donné la politique qui est mise en place, politique de tolérance zéro, ce qui pourrait donc impliquer une chute massive de l'activité économique et donc une chute de la demande de cuivre ou de pétrole. Donc voilà concernant l'économie chinoise qu'il faudra suivre de très près l'économie chinoise, l'évolution de l'économie chinoise qui dictera la tendance à venir pour les prix du cuivre. On va s'intéresser à présent au marché boursier chinois car visiblement ces difficultés pourraient être reflétées sur la bourse chinoise assez rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas que sur l'économie réelle. Il faut savoir que le marché boursier chinois a fortement réagi au
au risque de Covid, au retour du Covid. Très récemment, il y a eu un confinement qui a été annoncé à Shanghai. C'est une zone qui est très importante pour le commerce chinois. Pour l'heure, le yuan reste relativement fort, mais un affaiblissement du yuan face à un dollar fort pourrait apporter une faiblesse supplémentaire au marché du cuivre. Il faut noter que les actions sur les bourses mondiales ont rebondi depuis le début de l'année jusqu'à la mi-mars, puis ont à nouveau légèrement baissé, donc des baisses qui pourraient s'approfondir si la situation venait à s'aggraver, la situation pandémique bien entendu. Il faut noter que la Russie n'est pas un producteur majeur de cuivre, hein, et donc les craintes d'approvisionnement de cuivre russe ne constituent pas une menace pour le marché mondial. Donc la menace, c'est principalement le ralentissement de l'économie chinoise. En atteste le graphique de gauche. On peut voir cette superposition des prix du cuivre avec le Shanghai Composite Index. Et donc on peut constater cette apparente corrélation positive. Jusqu'à très récemment, on a un repli. Ça se reflète beaucoup plus sur les indices chinois et le copper n'a pas suivi pour le moment. Le copper pourrait très prochainement rattraper son retard et se replier pour répondre à ce repli du Shanghai Composite Index. Voilà pour ce point hebdomadaire. On s'est intéressé à l'économie chinoise. On le fait pas souvent, mais là, effectivement, ça revient sur le devant de la scène, ça fait partie des craintes, ça pèse sur de nombreux marchés, on l'a vu, ça va peser, ça pourrait peser sur le copper, le métal rouge, ça pèse également sur le pétrole, on l'a vu lorsque les confinements ont été annoncés à Shanghai, et d'une manière générale, ça devrait peser par la suite sur l'économie mondiale, donc c'est pour ça qu'on essaie d'en parler en amont, et on suivra de très près la situation de l'économie chinoise. Et sur cette présentation hebdomadaire touche à sa fin, merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.